Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. 3 subtilités fiscales à absolument connaître. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, vous avez de la chance parce que je vais vous dévoiler 3, on va dire, subtilités que j'ai découvertes, parfois même un peu tard, sur la fiscalité et vous allez voir, vous allez être trop content de comprendre cela. Peut-être que vous les maîtrisez déjà, mais je pense qu'il y a de fortes chances que sur les 3, il y en a au moins une que vous allez apprendre aujourd'hui. Vous allez voir, je vais parler un petit peu de revenus fonciers. Donc, si vous avez des revenus fonciers, ça va vous intéresser. Je vais parler également de l'amortissement et des subtilités le concernant, que ça soit en LMNP, LMP ou SCI-LIS. Ça va vous intéresser également. Et une troisième subtilité que je vais d'ailleurs commencer tout de suite qui concerne, on va dire, les immeubles en général. Alors, c'est parti. Accrochez-vous, peut-être que ça va être un petit peu dur, mais je compte sur vous pour, on va dire, rester concentré sur cet épisode. L'important vraiment, c'est que vous compreniez ces subtilités et si vous vous rendez compte qu'elles vous concernent, et ben à ce moment-là, vous pouvez aller les creuser et aller plus dans le détail. Évidemment, dans cet épisode, je ne vais pas pouvoir faire un cours hyper long et hyper détaillé. Je vais juste essayer de vous pointer sur ces subtilités pour que si elles vous intéressent, vous pouvez aller creuser de votre côté. Alors, tout d'abord, la première subtilité que, en réalité, j'ai découvert assez tôt, c'est le fait de pouvoir avoir plusieurs fiscalités pour le même immeuble. Je sais, c'est quelque chose que j'entends souvent. Des personnes qui vont me dire « Ah mais j'ai trouvé un immeuble, mais je suis obligée de l'acheter en SCI à l'IS parce que il y a un local commercial en bas et des appartements en haut. Comme j'achète l'immeuble en entier, je dois avoir une fiscalité qui correspond à tout dans son ensemble. » Alors, dans mon exemple très précis, c'est très simple. Si vous avez un local commercial en bas de votre immeuble et qu'en haut, vous avez des appartements que vous souhaitez louer en meublé pour profiter du statut LMNP. Vous allez vous dire, c'est pas possible parce que le local commercial, je vais le louer à peut-être un restaurant ou à peu importe quel type d'entreprise. Là, ça va rentrer dans la catégorie de la location nue. Donc, je ne peux pas avoir l'ensemble de mon immeuble en LMNP si jamais j'ai un local commercial en location nue en bas. En fait, ce que vous pouvez faire quand vous avez un immeuble que vous détenez en nom propre, c'est-à-dire que vous possédez l'ensemble de l'immeuble en nom propre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de SCI, c'est vous qui le possédez directement. Dans ce cas, il n'y a aucun problème de déclarer d'un côté des revenus fonciers pour le local commercial et de l'autre côté, les appartements meublés en LMNP, c'est-à-dire en BIC. Je précise bien que dans mon scénario là que je vous explique, il n'y a pas de copropriété qui est créée. C'est-à-dire que vous êtes bien propriétaire en monopropriété de l'ensemble de l'immeuble et vous pouvez avoir en nom propre 2 fiscalités différentes pour les différents lots qui composent cet immeuble. Par rapport aux charges, c'est sûr, il y a des charges qui vont incomber à l'ensemble de l'immeuble. Par exemple, la taxe foncière. En fait, ce que vous faites, c'est que ça va être au prorata des mètres carrés, par exemple, ou de la valeur locative. Bon, ça, il faut voir avec votre comptable comment il préfère faire les choses. Mais grosso modo, vous allez allouer une partie des charges pour les revenus fonciers et une autre partie des charges sur le LMNP. Mais ça va être un ratio qui va être, on va dire, cohérent par rapport à la taille en mètres carrés de vos logements, par exemple. Donc voilà, je ne sais pas si c'est une nouveauté que vous avez appris aujourd'hui, mais je trouve que c'est intéressant. Évidemment, si vous possédez l'immeuble en SCI à l'IR, dans ce cas, il n'y a pas de problème pour la partie locale commerciale parce que vous devez faire de la location nue quand vous êtes en SCI à l'IR. Mais si vous avez donc du coup des appartements meublés en haut, c'est pas possible.
Il faut que ce soit des appartements en nu également. Et en SCI-LIS, il y a aucun problème parce que vous pouvez très bien avoir du nu et du meublé, tout mélangé dans la SCI-LIS, il y a pas de souci. Voilà, j'espère que je vous ai pas perdu parce que c'est un petit peu technique ce que je suis en train de vous raconter, mais c'est super important que vous sachiez ça. Voilà. La conclusion, c'est juste de se dire, si vous achetez un immeuble en nom propre, vous pouvez tout à fait avoir 2 fiscalités différentes, de la location nue d'un côté et de la location meublée de l'autre. Voilà pour cette première subtilité. Vous allez voir, les prochaines vont être super intéressantes également. Alors, la deuxième subtilité dont j'ai envie de vous parler, ça concerne les amortissements. C'est une erreur de calcul que j'ai faite pendant, je pense, plusieurs années et que j'ai découvert assez tard. Je crois que c'était avec notre comptable au moment des bilans financiers. D'ailleurs, c'est super intéressant d'essayer de bien comprendre les bilans financiers faits par le comptable pour comprendre vraiment voilà, le fond des calculs fiscaux. Moi, j'adore en tout cas de creuser là-dessus. Et en fait, j'ai découvert, alors vous allez peut-être vous moquer de moi parce que peut-être que vous le saviez depuis hyper longtemps, mais moi, ça m'a mis un peu de temps. Bon, ça fait plusieurs années maintenant que je le sais, mais j'ai découvert ça sur le moment. C'est qu'en fait, moi, ce que je pensais au départ, c'est qu'il y avait l'amortissement d'un côté et les travaux de l'autre. C'est-à-dire que je pensais que d'un côté, l'acquisition de mon immeuble allait être amortie, donc grosso modo divisé par 25 ou 30. Enfin, les calculs sont quand même beaucoup plus complexes en amortissement, mais on va faire un truc très simple. Grosso modo, on divise son acquisition par 30 et pendant 30 ans, bah, ça fait des charges, on va dire, fictives, dans le sens où c'est pas des charges que vous payez, mais c'est des charges qui vont permettre de déduire et donc baisser le résultat comptable. Donc ça, c'est la côté amortissement. Et je pensais qu'il y avait ça et que de l'autre côté, il y avait les travaux. Et que les travaux, bah, comme je les payais, et bah, du coup, ça faisait des charges et donc pendant 5 ans, j'allais avoir une sorte de stock travaux, qui, allait tout doucement diminuer, parce qu'on peut reporter les charges qui n'ont pas été déduites, sur plusieurs années, sur 10 ans il me semble, ou je ne sais plus si c'est l'infini, peu importe. Mais en tout cas, on peut reporter ces charges et donc je pensais que ces travaux, bah, j'allais vraiment pouvoir les déduire direct. Alors qu'en fait, pas du tout. Je sais pas si jamais vous avez, peut-être en train de vous étonner parce que vous dites: «Ah mais non, mais je comprends pas ce qu'elle dit Norine, Bah, en fait, les travaux vont également s'amortir. C'est-à-dire que quand vous faites des travaux, ce que le comptable va faire, alors en tout cas si vous avez un comptable, j'espère pour vous, c'est quand même mieux si vous avez, un dossier un petit peu, compliqué avec des travaux et cetera. Les travaux vont également être amortis. Donc par exemple, si vous faites des travaux de structure, donc des travaux qui vont être vraiment conséquents, par exemple vous faites, 20 000 € de travaux de structure qui sont conséquents. En réalité, vous n'allez pas pouvoir déduire les 20 000 € la première année. Non, vous allez devoir amortir ces travaux de 20 000 € sur, alors je vais dire au pif, je ne sais plus exactement le nombre de durées parce que chaque type de travaux a sa durée d'amortissement, mais je dirais 20 ans. Donc grosso modo, vous pouvez déduire 1 000 € par an pendant 20 ans. Et plus les travaux, on va dire, sont des gros travaux lourds, eh ben, l'amortissement va être long, alors que si vous faites des travaux de type peinture, rafraîchissement, bah, dans ce cas, l'amortissement, c'est grosso modo 5 ans. Alors je sais plus, faudrait revoir, faut connaître tout le plan comptable pour savoir, combien vous pouvez amortir en fonction des travaux. Je sais qu'il y a des travaux électricité, ça va être peut-être 15 ans. Je dis vraiment des années, un nombre d'années un peu au hasard parce que là, j'ai pas tout en tête, le nombre d'années en fonction du type de travaux. Mais il faut savoir ça, que c'est que tous les travaux s'amortissent et en fait, j'ai découvert avec le comptable ça, au moment quand on passait des factures et je comprenais pas, il y a des factures qui passaient en amortissement et d'autres qui passaient en charge directe. Le comptable m'a alors expliqué que toutes les factures qui étaient d'un montant supérieur à 500 €, il préférait les amortir et toutes les factures qui sont inférieures à 500 €, il les passait en charge directe. Voilà pour cette petite subtilité. C'est super important en tout cas dans vos simulations de cash flow de bien comprendre ce système d'amortissement parce que vous pourriez être surpris de penser que vous allez passer tous les travaux en charge alors qu'en fait pas du tout. Il y a une grande partie des travaux, c'est-à-dire toutes les factures supérieures à 500 € qui vont être amorties. Voilà pour cette subtilité. Maintenant, on va passer à la suivante. Et celle-là, franchement, je suis tombée des nues quand je l'ai découverte. Alors, en l'occurrence, ça ne me concerne pas parce que je ne l'ai jamais utilisée, heureusement,
Mais vous allez comprendre tout de suite de quoi je parle. On va parler du fameux déficit foncier. Les fameux 10 700 € de déficit foncier imputables sur les revenus globaux du foyer. Et donc, c'est génial, on économise de l'impôt sur le revenu. Vous en avez certainement déjà entendu parler. Faites du déficit foncier, comme ça vous allez baisser vos impôts sur le revenu. Alors, la règle, elle est très simple. Cette règle, c'est une règle qui est utilisée. Donc attention, hein, je vais remettre un petit peu de cadre dans ce que je suis en train de dire. C'est que si jamais vous avez de la location nue, des biens que vous louez en nu ou bien des locaux commerciaux que vous louez et que vous êtes en nom propre, ça veut dire que vous êtes probablement au revenu foncier. Le revenu foncier, c'est comme ça que vous allez déclarer vos locations nues lors de votre déclaration d'impôt. Et la règle, c'est que si jamais vous êtes en revenu foncier au réel et que vous faites des travaux, vous pouvez générer du déficit foncier, c'est-à-dire d'avoir un résultat comptable qui soit négatif à la fin de votre année. Et l'État permet de pouvoir déduire de votre impôt sur le revenu, c'est-à-dire sur votre montant que vous allez utiliser pour calculer l'impôt sur le revenu, de déduire au maximum 10 700 € de ces déficits fonciers pour baisser la note de votre impôt sur le revenu. Mais en fait, et ça je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, c'est qu'en fait c'est un faux cadeau. Parce que attention, pour bien comprendre le propos qui va suivre, il faut que vous compreniez comment est-ce que vous êtes imposé en revenu foncier. Donc en revenu foncier, si vous êtes bénéficiaire, que vous avez du bénéfice et que vous le versez dans votre poche, vous allez payer deux impôts. J'appelle ça des impôts, même si ce n'est pas le bon terme. Il y aura à la fois les prélèvements sociaux de 17,2% et l'impôt sur le revenu. Or, si vous utilisez ce déficit foncier pour l'imputer sur votre montant qui va être imposé sur l'impôt sur le revenu, si vous utilisez, ce sera uniquement l'impôt sur le revenu qui va être, entre guillemets, «gagné». Même s'il n'est pas vraiment gagné parce que si jamais vous l'aviez reporté à plus tard, le déficit, vous l'auriez gagné quand même. Par contre, vous enlevez totalement cet avantage de déduire les prélèvements sociaux. Voilà. Bon, c'est pas évident d'expliquer ça à l'oral comme ça. Franchement, c'est pour ça aussi que là, j'organise un webinaire ce dimanche pour parler de fiscalité. Comme ça, ce sera avec un visuel à l'appui. D'ailleurs, si jamais vous voulez vous inscrire, le lien, il est juste en dessous dans la description. N'hésitez pas à aller vous inscrire. C'est ce dimanche 17 mars. Donc là, j'enregistre cet épisode cette semaine. Peut-être qu'il y en aura d'autres, je ne sais pas. En tout cas, je vais faire un premier webinaire sur ce sujet. Je suis en train de le créer. On va voir comment ça se passe, comment il est accueilli et peut-être que j'en ferai d'autres. Mais pour le moment, inscrivez-vous tout de suite pour ce dimanche. Au moins, vous êtes sûr de pouvoir y participer. Donc, c'est ce dimanche 20h30. Sur ce, je pense que ces 3 subtilités vous ont peut-être été utiles. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message s'il y en a une que vous avez découvert lors de ce podcast. Ça me ferait trop plaisir. Si jamais vous les connaissez toutes, très bien, c'est que vous êtes déjà bien calé en fiscalité. Et si jamais c'est pas le cas, peut-être que vous avez besoin d'être épaulé, aidé en fiscalité. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire au webinaire de ce dimanche 20h30. Le lien, il est dans la description. Si jamais vous écoutez ce podcast plus tard que le 17 mars, ce sera trop tard pour vous. Peut-être qu'il y en aura un autre, j'en sais rien. Je mettrai un petit message en pré-roll des épisodes. Mais voilà. Sur ce, bonne journée à tous et à bientôt.